gouvernance. Donc déjà, pareil que pour le modèle. Monsieur Capello, Oui, voilà. Est-ce que tu peux rappeler, puisque tu l'avais bien fait hier, sinon je le fais, le côté gouvernance, finalement, qu'est-ce qu'on entend par là sinon je le fais, je répète ce que tu as dit, mais... Voilà, on va voir si tu as bien suivi. Bon, alors, la gouvernance. Non, mais finalement, la gouvernance, on entend quoi par gouvernance des données? Non, mais le but, pour voir de quoi on parle, gouvernance, bah vas-y alors. C'est comment administrer, comment diriger, comment cadrer là, un usage, celui de Power BI, parce qu'on parle de gouvernance plutôt autour de Power BI ici. Donc finalement, c'est de voir comment les personnes, comment les groupes, les équipes interagissent, utilisent, comment on cadre les usages autour de l'outil. Donc il y a beaucoup de choses qu'il y a derrière. Il y a quelques questions, on verra, sur le côté catalogue de données. Il y a potentiellement le côté licence, le côté utilisation. On en parlait un petit peu avant sur aussi le Snowflake et Databricks. Il y a potentiellement comment j'organise mes espaces de travail, par exemple, application, workspace, qui fait quoi, etc. Donc, on va avoir vraiment tous les usages autour de ça, les rôles, les responsabilités, les usages. Ça rentre pas dans le rouge tout ça. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, on est très bien. Yes. Jingle. Juste pour une chose, effectivement, ta définition était très bonne. Lorsque on me demande de définir la gouvernance, moi je définis par les éléments et les actes qu'on va faire dans une opération de mise en place de gouvernance Power BI chez un client ou dans une entreprise. Il va falloir cadrer. Donc, un des éléments, c'est effectivement cadrer, savoir exactement qui fait quoi et comment en tout cas, tous les éléments et tous les rapports sont organisés au sein des espaces de travail et quelles sont les méthodes utilisées. Et il va falloir définir les règles d'administration et les règles de sécurité et les règles de bonne pratique. Et pour que tout ça soit mis en place, il y a un point il y a deux points qui sont importants. Ça commence toujours par un audit de ce qui existe. Quelles sont déjà les pratiques qui sont existantes, bonnes ou mauvaises, dans l'entreprise. Et un point qu'on cite jamais dans la gouvernance, mais qui est crucial, c'est qu'il faut mettre en place des outils de supervision. Mettre en place des bonnes pratiques ou faire un audit, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir superviser et voir au quotidien si les bonnes pratiques, elles sont suivies. Et le gros avantage de Power BI, c'est que les outils de supervision peuvent être des rapports Power BI de suivi de mise en place de ces bonnes pratiques. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que j'enchaîne? Alors, du coup, j'ai une question très simple. Comment on suit les usages de nos rapports? On répète la question pour la suite. Oui. Comment donc Vas-y. Non, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, juste pour répéter dans le micro, la question est comment on suit nos usages, qui fait quoi, les utilisations, etc. Il y a plusieurs outils à plusieurs niveaux et en fonction de plusieurs de ce que tu utilises déjà dans Power BI. L'outil de base, c'est les métriques. Ouais, mis à part clic droit. L'avantage des métriques, c'est déjà de savoir si un rapport est utilisé ou pas. Rien que ça permet de savoir si le rapport qui met 3 heures à se rafraîchir, par exemple, est utilisé par une personne tous les ans. On peut se dire, on va peut-être désactiver le rafraîchissement automatique de ce rapport-là tous les mois ou tous les jours. Mais ça, c'est le premier truc. Et après, il y a aussi d'autres choses. Si on est par exemple sur le premium, là, il y a d'autres outils qui sont accessibles. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui est possible. Mais notamment la Scan API, les API REST. Enfin, bref, il y a des outils XLM Endpoint qui permettent de se connecter, on va dire, à tout ce que les données de Power BI, de la plateforme Power BI Service ressort. Donc, on appelle ça les REST API. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. L'avantage, c'est que même en ligne, c'est assez facile à tester, on va dire, enfin à mettre en place. Il faut faire un peu de PowerShell, il faut jouer un peu avec le truc. Mais l'avantage, c'est que derrière, on peut faire un Power BI sur l'ensemble de nos usages, sur l'ensemble de notre plateforme, au niveau donc savoir combien on a de premium qui tournent, combien on a de personnes qui vont voir quoi, combien de temps ça se met en rafraîchissement. Et Microsoft donne aussi des outils pour ça. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Tout vient des personnes. Donc d'abord, il faut se poser la question, est-ce que ça vient des personnes? Et après, qu'est-ce qu'on va cibler? Parce qu'on peut vraiment cibler beaucoup de choses.
En fait, on veut croiser les usages et les licences. Alors ça, typiquement, on peut le faire. Du coup, j'ai 2000 rapports, je ne peux pas faire clic droit sur chacun. Non, tu veux voir. C'est pas possible. Donc là, typiquement, c'est API. API avec un loop et il faut boucler sur du PowerShell, faire tourner ça sur des trucs comme ça, quoi. Ça fait un peu bricolage, mais peut-être que vous avez Ça marche. Voilà. Et qui C'est très rapide, c'est juste les usages métriques, c'est le côté un peu self-service très rapide que met Microsoft à disposition. En fait, derrière, il y a des API, il y a des datasets contenant les logs finalement d'usage. Et après, en gros, si les métriques, pour plein de raisons, ne suffisent pas, faut recréer en fait cette logique-là de manière un peu plus custo. Et c'est possible effectivement. Voilà. Pour rebondir sur le sujet métrique, donc ça, Mathieu et Thomas ont bien répondu. À l'échelle de l'organisation, moi, je préconisais de désactiver le fait que les utilisateurs puissent activer les métriques au niveau du rapport, parce que ça foutait un dataset partout, en fait, en off, que tu ne vois pas forcément, que tu as du mal à retrouver seulement quand tu te balades au niveau du workspace. Et après, pour aller supprimer ça, c'est un peu pénible. Honnêtement, je ne sais pas vous comment vous avez fait dernièrement, mais quand tu crées un dataset, en fait, type métrique au niveau du rapport, pour aller le supprimer après, il faut le faire par API. Moi, je n'ai pas trouvé au niveau de l'interface dernièrement comment le supprimer. Du coup, au niveau du tenant de Power BI, de l'administration, en fait, j'ai bridé cette option de dire que les métiers ont la capacité déjà de créer ce rapport métrique ici, en fait. Ils ne peuvent pas le faire. Et la préco, c'est de se dire plutôt faire la tambouille maison, en fait, avec des API, avec des logs. Sont les contraintes que tu peux aussi avoir qui sont celles, tu as accès à quoi au sein de ton organisation. Tu n'as pas accès à tous les logs. Par exemple, tu peux être administrateur Power BI, mais pas administrateur côté Office 365, qui fait que tu n'auras pas forcément les logs unifiés. Donc, en termes de logs, en fait, vous n'avez pas forcément accès à tout. Donc, une fois de plus, là, il y aura peut-être votre position au sein de l'entreprise, à quoi vous pouvez accéder. Et après, voilà. C'est une compilation, toujours pareil, entre ce qui peut être pénalisant, voilà, et les usages en général. C'est ça. Voilà, c'était juste pour compléter. Bien sûr, c'est le but. Après, ça dépend à quel niveau de détail tu veux aller, mais je sais que moi, récemment, j'ai mis en place des métriques sur des logs analytiques d'Azure. Ça permet d'avoir même les requêtes qui sont envoyées côté rapport. Donc, en termes de perf, ça permet de savoir, en fait, si tu as un rapport qui rame, quelle requête le fait ramer, quel user le fait ramer, et du coup, aller faire enlever sa licence, pardon. Non, mais après, l'expérience on a fait un peu casse. On s'est rendu compte à un moment qu'on avait un rapport qui ramait beaucoup. Et en fait, il y avait un user qui s'était amusé à faire une Power Apps qui faisait des extraits de tout ce qu'il y avait dans le rapport à chaque fois. Donc, on envoyait des requêtes en boucle comme ça tournait et ça faisait planter le truc. Donc, en vrai, ça peut être utile des fois si tu as besoin d'aller un peu profondément. C'est pas très compliqué à mettre en place. Simplement, tu as besoin de XML endpoint pour ça et du coup, il faut au moins un programme par user. Le terme, c'est XML endpoint. C'est retenir si tu veux faire de l'API, comme ça, quoi. C'était juste ce que mettait à l'écran Jean-Pierre tout à l'heure. On a fait, du coup, pour vous inviter à retourner sur nos replays, il y a eu plusieurs, au moins deux, dont un récent, le dernier à Lyon, en octobre dernier, sur le côté Power BI Monitoring. Et il y en avait eu d'autres, un autre au moins qui a été fait à Paris. N'hésitez pas à aller voir dans les replays. Là, celui-là, il est un petit peu plus à date. Alors, c'est pareil, c'est l'usage en plus. Pas très custo, mais du coup, ça parle aussi du point qu'évoquait Gaël sur le fameux dataset un peu fantôme. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir quelques éléments là-dessus. Voilà. En plus, c'est bien chapitré, on trouve bien. Oui, on a chapitré, merci Marie. Voilà. Je pensais que tu pouvais peut-être définir, on a évoqué le mot XML endpoint. Peut-être que ce n'était pas clair. Oui, alors, peut-être que tu peux effectivement, l'exprimer. XML endpoint, donc, c'est une fonctionnalité qui est pour l'instant uniquement disponible en premium ou licence premium autour de ça, donc premium per user. En gros, c'est donc endpoint, c'est un point d'accès qui permet d'attaquer le dataset en dehors du service Power BI de base, donc par exemple avec un SQL Management Studio, et d'envoyer notamment via déjà des API ou même des commandes XML, d'envoyer un certain nombre d'actions, de choses en dehors de la partie managée de Power BI. Donc ça permet d'aller avoir accès aux partitions, d'aller avoir accès en fait un petit peu plus sous le capot des datasets, entre autres. En fait, c'est le fait d'accepter simplement de pouvoir, je vais parler d'URL peut-être, je ne sais pas si vous allez jusque-là,
Si tu peux présenter une URL type, par exemple, Jean-Pierre, une URL qui permet d'interroger tout simplement le dataset. Cette URL, tu peux la trouver au niveau dans Power BI Service, au niveau du rapport, elle est à deux endroits, au niveau du workspace ou au niveau du dataset dans les paramètres dataset. Et effectivement, tu auras le droit de l'utiliser, à condition d'avoir le droit de l'avoir. C'est avoir un niveau, on va dire, au sein de ton workspace qui te permet de la consulter. Et après de l'utiliser parce que tu as le bon licensing. Donc voilà, et effectivement, cette URL-là, elle permet de faire, elle est exactement ici, voilà. Là, oui, bon, on va pas rentrer dans le détail de tous les prérequis techniques, ça. etc. Mais voilà, il faut voir que ça existe, à quoi ça sert. Juste un petit point, parce que moi je suis un petit peu en dehors de cette analyse. 2000 rapports, c'est déjà waouh. Voilà. Si je redescends juste d'un cran, parce qu'il y a certaines qui ne sont pas forcément à ce niveau de nombre de dashboards, si je redescends un truc un peu plus basique, il y a des trucs très simples à mettre en œuvre. Il y a des apps, ces apps qui sont toutes prêtes, qu'on peut installer sur nos tenantes, qui vont monitorer sa capacité premium, apparemment, etc. C'est très simple. Et puis, très bête, alors oui, sur 2000, on ne va pas le faire, mais si on a 5, 10, 15, 20 rapports à monitorer, j'adore cette vue de diagramme. Alors, je sais pas, par contre, on ne l'a pas. J'adore cette vue de diagramme avec la vue d'impact, combien d'users, combien de connexions, etc. Très simple. Quand on a 15, 20 rapports à monitorer, c'est très simple. Ne sortons pas forcément le bazooka pour casser les noisettes. Voilà. C'est des apps. Alors, je ne sais pas si JP, on la trouve sur. Je crois qu'elle est Apps en... monitoring. Application des premium, métriques, capacity métrique. Oui, mais. Il faut une formation pour l'utiliser. Oui, mais voilà, ça existe, c'est pas Ça fait le... C'est tout fait. Ouais. Pardon Il faut être premium. Ça, c'est oui, ça, c'est la capacité qui permet d'administrer la capacité de premium. Moi, j'ai une capacité unlimited, mais avec capacité, et du coup, j'ai accès au canal sans avoir un premium. Oui, elle est dit dans précédemment. Alors, ça fait le job, c'est dans les parties licence qui... Oui, licensing, Ça fait partie du premium, mais C'est un des premiums un petit peu Sans en être. connexe. Ouais, voilà. c'est un premium à la consommation. Là, quand tu l'allumes, tu payes et tu Ouais. payes ton premium. Quand tu l'éteins, tu ne payes pas ton premium. En fait. On a répondu à la question Donc, ou c'est un premium, on a en complété aussi. Il n'y a pas de bon, parce que c'est pas, c'est un peu technique. On va avoir des trucs un peu techniques là. Et... Est-ce que quelqu'un a une autre question ou est-ce que j'enchaîne avec celle que j'avais? Oui. J'espère que je suis pas hors sujet, mais ma question c'est sur les accès des applications Power BI. Aujourd'hui, nous on utilise des groupes Office pour donner accès ou pas aux applis, donc les utilisateurs doivent être dans ces groupes Office. Dans le cadre d'une migration vers les pipelines, on a défini un compte de service qui est lui tout seul administrateur des workspaces de prod. Et donc en fait, pour faire la demande, quand un utilisateur n'est pas dans le groupe Office et qui fait la demande d'accès, forcément, ça va faire une notif à l'administrateur de l'espace de prod. Et j'ai pas trouvé de moyen aujourd'hui de personnaliser cette demande d'accès pour éviter qu'au lieu que l'utilisateur fasse une demande d'accès à l'administrateur, qu'on puisse personnaliser le message pour envoyer vers une autre personne ou ce genre de choses. Est-ce que c'est possible? Déjà, c'est pas hors sujet. Non, c'est pas le sujet. Ouais, je répète la question. Alors, en synthèse, c'est justement le côté requête de demande d'accès à des rapports, à des éléments à la partie administrateur, notamment quand on utilise finalement un compte de service pour voir comment piloter ce message, le personnaliser ou le renvoyer aux bonnes personnes. Ah mince. Désolé. C'est la licorne. Bon, bah, du coup, vas-y. Non. Juste comme ça, hein, parce que j'ai pas trop d'idées. Vous avez essayé avec du Power Automate sur le compte de service, parce que du coup, il reçoit un mail. Et si vous voulez personnaliser et le renvoyer à quelqu'un, bah, il reçoit le mail. Donc, de toute manière, vous pouvez faire un trigger là-dessus. Ouais, ça va bien marcher. Ça fait un peu de bricolage, hein, par contre. Mais comme ça, un compte de service. Non, avec l'approbation, ça marche. Ouais. Avec le flux d'approbation, en flux ça marche très d'approbation, très bien. Enfin, je complète vite fait. J'aurais eu ça. Mais par contre, c'est en Power BI. Pas... Bon, avant de passer la main à Thomas, parce que je vais être aussi hors sujet où je ne vais pas répondre. Mais j'aime bien, j'avais envie de parler, j'avais la licorne. Je fais vite, je ne vais pas engueuler. Du coup, non, en fait, pourquoi ne pas mettre, vous mettez qu'un fonds de service au niveau des administrateurs, il n'y a pas également en fait, le centre de compétences qui est admin en fait, avec, dans ce groupe des admins. Et du coup, voilà. Oui, faire un groupe avec compte de service plus les administrateurs, les vrais admins. alors, hop. Exactement dans cette lignée-là, donc il y a deux remarques. Je pense que, en fait, ce que présente Mathieu, bah, c'est là, si on reste dans ce cas d'usage-là, c'est pas nativement possible, donc on peut recréer une petite logique avec du Power Automate. Donc ça, c'est cool. Et l'autre élément, c'est utiliser un compte de service, justement, c'est ce qui permet de
de s'empêcher d'accéder à des choses qui existent déjà dans Power BI, parce que ne pas avoir, en fait, potentiellement juste un groupe admin, plutôt qu'un compte de service, un groupe administrateur, un groupe des gens qui gèreraient les différents produits, potentiellement plusieurs s'il y a des choses comme ça, qui permettent justement d'avoir cette liste de contacts. Après, je crois que c'est sur la partie application, on peut quand même mettre en contact, et pareil sur les datasets, donc il faut voir après de quoi on parle en termes de demande d'accès, hein, il y a plusieurs niveaux. On peut spécifier aussi des listes de gens sans rester sur la personne qui gère le dataset par exemple, ou alors côté appli, la personne, justement un des administrateurs. Donc il y a des petites choses comme ça. Après, la réalité aussi, c'est le compte de service, pour plein de raisons notamment financières, ce n'est pas recommandé par Microsoft et en fait ça contourne aussi des choses qui permettraient, en ayant des personnes réelles, même des groupes de personnes réelles, d'utiliser des fonctionnalités qui existent déjà dans l'outil. Et après, voilà, encore une fois, le côté personnaliser le message, je crois qu'on m'avait déjà posé la question en plus, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et du coup, c'est là où Power Automate permettra de faire quelque chose de très custom. Sinon, tu mets une licence Office 365 à ton utilisateur, tu feras des boîtes mail automatiques. Ouais, c'est un peu la la règle ou quoi. Pour Automate, en effet, c'est bien. C'est une belle solution. C'est simple. C'est reste quand même un autre outil à utiliser, alors que c'est vrai que la règle de redirection permet de rediriger. Par contre, penser maintenance aussi toujours. C'est compte de service, c'est bien. Enfin, le bon réflexe du compte de service, c'est que du coup, niveau maintenance, tout le monde a accès. C'est pas quelqu'un, et quand il part, il perd tout. Et notamment aussi pour Automate. Il faut faire un share pour Automate. Par contre, tu avais montré une. Tu montres quelque chose à l'écran. Alors, moi, c'est là où je ne comprends pas trop le rapport entre la réponse de l'écran et d'autres questions. Du coup, parce que ce que montre Jean-Pierre, pour moi, c'est l'option qui est présente en fait, dans les settings. Jean-Pierre, tu as montré Workspace Admin qui était coché. Pour moi, c'était juste pour quand il y a un refresh qui plante, en fait. Ce n'est pas une demande d'accès. Sur Advanced, il y a aussi les je pense que c'est au niveau. Non, c'est setting. Mais celle-là, c'est pas au niveau du dataset. C'est pas une demande. En fait, c'est pour ça dépend un petit peu de quel objet on parle aussi. Il y a l'application, il y a le dataset. Pour moi, les demandes d'accès, on les gère au niveau du rapport et du dataset, mais pas au niveau du workspace. C'est peut-être pour ça que j'ai loupé quelque chose. À ma connaissance, j'ai jamais reçu les demandes d'accès. Oui, au niveau de l'app. Attention, pas partir trop dans le truc. Il semble que les demandes d'accès arrivent bien à la ligne du workspace. J'ai eu le cas où on était plusieurs admins et j'ai été en copie des demandes d'accès de rapports qui ne me concernaient pas. Les utilisateurs cliquent sur quoi, en fait, dans vos cas d'usage pour que le compte de service reçoive? Parce que pour moi, en fait, c'était vraiment au niveau du rapport, une fois de plus, au niveau de l'app, comme le dit Thomas, il clique sur quel objet il clique, en fait? Demande l'accès à l'application. C'est au moment de l'accès à l'application, c'est pas au workspace. Voilà. Ok. On met notre jeu dessus. Effectivement. Et bien, ça, en fait, s'ils sont directement au niveau de l'application, si vos users sont déjà positionnés, vous ne recevrez jamais les notifications. Peut-être que, comment dirais-je? Juste pourquoi on a fait ça, c'est dans la logique évidemment, après, nous l'équipe qui dev, on est tous assez haut avec des droits, et on se rend compte. Il y a un nouveau qui arrive et il fait l'erreur de trouver en prod parce qu'il a mal vu, il a fait trop vite. Et en fait, on a mis en place les pipelines Power BI, donc on fera accès dessus à l'occasion. Mais le côté de QS, on s'est mis, nous, accès que au workspace de dev. Et c'est pas les pipelines et le compte de service que ça publie en pré-prod et en prod. Je comprends. Et c'était vraiment cette logique d'aller au bout de la démarche où nous-mêmes, comme ça, on prend l'identité du compte de service, on configure tout ça, et après, au quotidien, on est avec notre compte à nous. Et du coup, en fait, sur la partie app, là, on reste sur la partie app. Justement, le cas d'usage a été a priori prévu par Microsoft de ce côté-là. J'avoue que moi, dans les contacts d'information, je mets tout le temps des gens qui ont des niveaux assez hauts dans l'app généralement. Donc, je n'ai pas testé quelqu'un qui serait peut-être utilisateur lambda. Ah oui, parce que là, l'idée, c'est que nous, au type de la DSI, comme souvent, on fait configurer tout. Et là, je pense que c'est de mettre un contact, pour le coup, métier, qui n'a pas de rôle admin ou quoi que ce soit. Oui. C'est sur ton histoire de... oui. Oui. Pas bête, ouais.
Sur ton histoire de gouvernance là, par rapport à ta publication, etc., tu peux aller plus loin avec les REST API. Typiquement, on peut publier quelque chose. Donc ça veut dire qu'en utilisant correctement, enfin en utilisant voilà, de manière habile un petit peu de Power Apps pour faire quelque chose de joli, un petit peu de Power Automate, voire même tout simplement en forme, c'est pas au lieu de faire eh bien, on peut carrément lancer une requête API, un REST API, avec le compte qui va bien, qui permet de, une fois que tous les checks sont dedans, hop, ça balance en propre. Nous, on en parlera dans une demi-heure, une heure, mais il y a aussi tout ce qui est pipeline, DevOps et le déploiement. Et pour le coup, Power BI a encapsulé ça dans son portail. Il y a aussi une solution par DevOps. Okay. Il nous reste à peu près 5 minutes et moi, il y avait quand même une question, on n'en a pas parlé, que je trouve intéressante, on en avait parlé hier déjà, qui était, vous utilisez quoi pour faire le catalogue de données? Parce que finalement, quand on parle de gouvernance, on va aussi parler de documenter et de garder des traces de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous utilisez pour faire le catalogue de données et à qui je l'envoie? Je veux bien, mais un catalogue de données, il faut qu'on précise quand même. Ouais, qui a passé la question? Elle est très hyper intéressante, mais c'est quoi c'est qui? C'est moi. Ah, c'est con. C'est quoi un catalogue de données en précisant ce que c'est? Parce que pour moi, un catalogue de données ne s'arrête pas uniquement au dictionnaire de données. L'idée, c'est de savoir où est l'info, qui a l'info, comment elle est gérée, qui a accès, et quelle est surtout la description. En fait, l'objectif final du catalogue de données, c'est je cherche quelque chose. J'ai besoin, par exemple, des ventes de quelque chose. Je vais d'abord chercher dans mon outil de catalogue de données. Si je trouve un système qui va me permettre de trouver ces ventes, je l'utilise. Je ne cherche pas à recréer derrière un système pour récupérer les ventes d'une autre manière. Voilà, l'objectif du catalogue de données, c'est vraiment de centraliser au même endroit. Catalogue La Redoute. Oui. Un catalogue, mais visiblement. Je vais faire une réponse un peu différente et après vous prendrez le relais. Parce que moi, j'ai pas. Voilà, la réponse sur le catalogue de la Redoute, ça va être compliqué. Non, je vais faire différemment. Je vais le faire dans un axe peut-être hors sujet. Je suis désolé, mais pour moi, non, mais je vais prendre un axe différent, dans un prisme pratico-pratique. Pourtant, je la garde. Moi, quand je dis ça, c'est en fait, il y a deux choses que j'utilise très très souvent. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un truc bête. C'est les synonymes dans Power BI. Et je les ai automatisés. Cette case synonyme que personne n'utilise. Vous savez où elle est cette case synonyme? Il y en a eu très peu. Eh ben, je l'utilise parce que des fois, on fait des mesures, par exemple, CA_N. Quand on arrive là-dedans, eh ben, moi, je veux les ventes de l'année. Eh ben, ce champ synonyme, je l'utilise. Première chose. Deuxième chose, je vais aussi donner les règles de gestion quand on a un catalogue de données, c'est de savoir de quoi on parle. Chiffre d'affaires brut. Brut de quoi? Brut de pomme, on ne sait pas. Et donc, dans ce truc-là, ce que je fais souvent, c'est que je viens mettre dans le champ description de chacune de vos mesures, soit la règle de gestion qui est utilisée, soit aussi, bien évidemment, parfois la mesure d'axe. Ça s'automatise très simplement avec l'outil notamment Tabular Editor, que j'imagine qu'il va ouvrir Jean-Pierre, Maître Capello. Et en fait, en faisant ça, avec un petit script C, peu importe en Tabular, on va pouvoir y récupérer chacune des codes des mesures, le mettre dans le champ description, ce qui va permettre au user, avec une petite pop-up, un infobulle, quand on va glisser sa souris sur cette mesure, on a la réponse de la règle de gestion employée, potentiellement des synonymes employés. Déjà, c'est énorme. L'infobulle, elle vient automatiquement? Absolument. Quand on vient déposer sa souris dessus, sur le champ, s'il y a un champ description, s'il y a une description, elle s'affiche. C'est vrai que par défaut, il nous remet, je pense, le nom de la mesure. Surtout. Le champ de description, voilà. Et je pense que c'est une best practice de compléter avec et la mesure et parfois des commentaires. Je m'arrêterai là. La classe synonyme, on ne peut pas. Oui, la classe synonyme, elle est là en fait, dans le modèle. Elle n'est pas ici parce qu'elle n'est pas sur. Elle n'est pas. Sur une table, ça. C'est sur un champ. C'est sur une mesure. Sur un champ ou une mesure. Il faut une mesure, mais le champ synonyme est là. Pourquoi? C'est utilisé pour le Q&A. Du coup, moi j'avais une question additionnelle par rapport au Q&A parce que. Alors c'est un peu en dehors du concept, mais on est en retard parce qu'on va parler de performance. Mais oui, c'est utile. Mais c'est une vraie question. C'est utilisé dans le moteur du Q&A. Non, mais est-ce que le Q&A c'est utilisé? Est-ce que le Q&A en global est utilisé par les entreprises? C'est ça ma question. Ça dépend. Non, c'est pas vrai. C'est pas la fonction. C'est un gros truc. C'est cosmétique, mais c'est pas. En fait, en plus, du moins en France. Ouais, voilà. C'est ça. Comme le Q&A, c'est en anglais et il y a une préversion depuis 4 ans en espagnol. Faudra qu'ils le sortent un jour, ce truc-là, quand même. C'est le report.
Mais du coup, bon, c'est vrai qu'en plus en France, on est plutôt tendance à rester sur du côté un peu cocorico franco-français, donc un peu plus compliqué et justement les gens ils comprennent pas. Donc ça aide pas à passer ça. Je dirais que pour faire un titre dynamique, potentiellement, c'est peut-être là où on pourrait. Tiens, Joël, c'est pour toi. Ah non, Non, vas-y. Il a pas parlé, Joël. J'avais terminé avec mon titre dynamique éventuellement. Parce qu'effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, mais par contre, tu ne réponds pas exactement à la question. Non, j'ai précisé que ce n'était pas forcément pile poil dans le sujet. Mais... Donc, pour la réponse Il a placé ça. à la question de Thomas, c'est-à-dire pour l'histoire de savoir quelle est la cartographie en fait, des rapports et qui fait quoi, on a donné une partie de la réponse tout à l'heure en parlant des API qui effectivement permettent de bâtir un script et d'avoir un certain nombre d'informations. À côté de Power BI, alors intégré à Power BI, il n'y a rien en dehors de la documentation du rapport même, par ces éléments-là. En revanche, comme outil Microsoft, il y a un outil Microsoft dont on parle beaucoup en ce moment, qui est Microsoft Purview, qui intègre le scan des éléments et du data catalog Power BI. Il y a deux parties qui s'appellent data catalog et data map. Donc ça va scanner les rapports Power BI et ça va faire un lineage des rapports, enfin, en partant des applications, rapports, dataset, source de données. Actuellement, ça va jusqu'à la source de données, donc vous allez avoir tous ces éléments-là. Et il y a la notion, alors j'espère qu'elle a été intégrée dans Power BI, mais elle est liée dans les autres sources de données, de data owner, donc de responsable de données, donc probablement le créateur du rapport ou l'administrateur du workspace. Donc, à ma connaissance, c'est aujourd'hui l'outil privilégié pour faire ça. Alors, c'est un outil avec un licensing particulier aussi, et donc avec du coût, puisqu'on va scanner chaque fois les rapports. Et ça permet de faire du vrai catalogage de données. Moi, j'ai une question. Ah, ouais, Je rebondis sur ce que tu dis. La Purview, c'est super cher. Alors, non, mais c'est vrai. Ça dépend. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller chercher les données via l'API pour récupérer justement les descriptions des champs Je peux me permettre de prendre la licorne à trois pattes? Parce que ça, c'est mon sujet que j'adore. Et en fait, créer un catalogue. Oui, en fait, on a fait, JP retrouvera le meet-up de Lille là-dessus. On est avec le scanner API. Vous l'appelez comme vous voulez, API, moi je le dis API. On peut faire plein de choses. On peut documenter déjà le nombre de tables, le type de champ, la mesure. Ça va du DAX en passant par le M. Donc même les sources de données des scripts M sont remontées dans ce scanner. On remonte la volumétrie, on remonte énormément de choses, des métadatas des champs, notamment pour remonter les synonymes. Donc ce scanner est extrêmement puissant et pour le coup, très simple à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que ça passe par Power Automate. En revanche, il a une belle limitation. C'est qu'en fait, il va falloir qu'on boot par paquet de 50 ou 500, ça dépend Voilà, c'est tout. Ça dépend de ce que tu as comme... Ils ont enlevé les limitations maintenant. Mais voilà, ça marche très bien. Pardon? Oui. Dans une moindre mesure, si ce n'est pas un truc énorme, ce qui est bien pour faire des catalogues, enfin pas des catalogues, mais plutôt avoir toutes ces infos sur tes rapports, c'est le Vertipack Analyzer DMV. Ouais, de SQLBI. Du coup, qui te donne en fait plein d'infos sur ton rapport. Tous tes champs, toutes tes mesures, les formules de calcul, les descriptions de famille, etc. Donc, pour faire des catalogues de données automatisés, enfin assez rapidement, ça se fait bien. Donc, si tu n'as pas beaucoup de rapports, ça permet de récupérer pas mal d'infos et après, tu peux automatiser en bouclant dessus. Oui, du coup, là, si on peut pousser la réflexion, vous êtes en train d'émettre, du coup, s'ils ont quand même 2000 rapports. Ah oui, non, c'est pour ça. C'est le script qui va lancer l'Action Studio, qui va scanner dataset numéro 1. Et là, le problème, c'est l'histoire de... Alors, moi, je ne sais pas. Il y en a qui disent que oui, je crois, j'ai entendu dire entre nous. Un script qui lance l'Action Studio, qui va scanner le dataset, qui récupère l'info, et puis on va itérer le dataset en dataset. Et ça fait un peu peur.